Bonjour Madame le maire, nous sommes très heureux de pouvoir vous interviewer aujourd'hui, échanger avec vous sur votre parcours, votre engagement. Et la première question qui est très simple, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, et puis votre commune? Bonjour, je suis donc Claudie Faucon-Méjean, je suis maire de la commune de Bram. Je suis maire depuis 2011, donc depuis 14 ans maintenant, et je suis élue depuis 2001, donc 24 ans. Bram, c'est une commune de 3300 habitants. C'est une commune qui est située dans l'Aude, au cœur de l'Occitanie. C'est une commune qui est très dynamique, qui joue un rôle de centralité très important sur le territoire, puisque nous sommes entourés de toutes petites ou de petites communes, qui fait que nous avons vraiment une responsabilité à accueillir une population de tout un territoire. Donc nous sommes au cœur d'une communauté de communes, dont Bram est la ville la plus importante. Bram a une histoire. Bram, c'est une commune d'un village circulaire, donc avec un cœur de village qui est assez exceptionnel en termes d'architecture, puisque ça en fait un exemplaire de village circulaire unique au monde, avec l'église au centre et 3 cercles de maisons concentriques tout autour. Donc c'est une ville extrêmement dynamique. Alors Jean-Louis Moudin, je suis maire de Toulouse depuis 2014. Nous sommes ici au Capitole, l'hôtel de ville, dans le Salon Rouge, qui était le bureau historique des maires de Toulouse, qui est aujourd'hui un salon de réception officiel. Et donc Toulouse est officiellement aujourd'hui la 4e ville de France. En réalité, la 3e. C'est une ville qui est au centre d'une métropole extrêmement dynamique. Toulouse, 525 000 habitants. La métropole, pas loin de 850 000, avec 37 communes, avec des secteurs économiques phares comme l'aéronautique, le spatial, des atouts assez forts et assez traditionnels, l'université, l'enseignement supérieur, les centres de recherche. Toulouse est un centre d'innovation, c'est la seconde ville universitaire de France, à la fois par son ancienneté et par le nombre de ses étudiants. Donc c'est une métropole qui compte en France et qui participe à la dynamique du pays. Les métropoles sont en quelque sorte des vecteurs de croissance et d'innovation pour l'ensemble du pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous êtes rentré en politique, comment vous êtes devenu maire de Toulouse et pour quelles raisons? C'est une longue histoire. J'étais engagé dans le mouvement centriste sans forcément, étant très jeune, penser un jour être élu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de m'intéresser à l'action municipale, qui est autre chose que l'action politique classique. C'est quelque chose qui renvoie au quotidien des gens, à des problèmes très très concrets, à la nécessité de trouver des solutions pour eux. Et je me suis engagé la première fois lorsque j'étais étudiant, j'étais même l'étudiant de la liste, je n'ai pas été élu, j'étais en position plutôt vers le fond de la liste. J'avais 22 ans, donc bon, je ne prétendais pas être élu. Et puis finalement, les années passant, j'ai eu l'occasion d'entrer au conseil municipal à l'âge de 26 ans. Et puis après, j'ai franchi les échelons selon le cursus républicain classique, qui est plus forcément d'ailleurs à la mode aujourd'hui. J'ai été conseiller municipal, conseiller délégué, adjoint au maire. Je suis devenu maire une première fois lorsque le maire de l'époque, Philippe Douste-Blazy, est devenu ministre. Alors on ne pouvait pas, du moins c'était la tradition, cumuler la fonction de maire avec celle de ministre. Donc je suis devenu maire, élu par le conseil municipal. J'ai été maire pendant 4 ans de cette façon-là. Après je suis entré dans l'opposition, j'ai été battu aux élections, ce qui est toujours une leçon de vie, une leçon politique utile, pendant 6 ans. Et puis en 2014, je me suis présenté à nouveau. Cette fois-ci, j'ai été élu. Cette fois-ci, j'ai été élu non pas par le conseil municipal, mais par les Toulousains. Et puis en 2020, j'ai été réélu une seconde fois. En fait, je suis rentrée en politique un petit peu par hasard. J'étais très jeune, j'avais 24 ans, et j'étais directrice de l'école maternelle ici à Bram. Et l'ancien maire de Bram, qui était Jacques Cambolive, qui a été député aussi, député maire à l'époque, est venu à ma rencontre, nous nous sommes rencontrés, et m'a proposé d'intégrer sa liste donc, dès 2001.
Ce que j'ai accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'engagement public, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mon rôle d'enseignante, de professeur des écoles, en particulier auprès des plus jeunes, auprès des familles de fait, finalement à jouer ce rôle-là d'engagement auprès de la population. Et donc, de fait, cette proposition est arrivée assez naturellement pour moi. Et puis mon papa avait été, j'avais fait une campagne auprès de lui, puisqu'il était dans une équipe pour des élections municipales. Et que donc, c'était en 1995. Voilà, donc j'avais aidé l'équipe dans la campagne et ça m'avait intéressée, cet aspect-là de la vie de la cité. Donc ces deux raisons-là ont fait que j'ai accepté cette invitation à participer à la liste. Il se trouve que j'ai été, à l'époque on avait du panachage, et donc j'ai été extrêmement bien élue. Je suis arrivée en tête de tous les candidats et de fait l'ancien maire m'a demandé d'intégrer à ce moment-là l'équipe en tant qu'adjointe au maire. La parité n'étant pas obligatoire, j'étais la seule femme adjointe dans une équipe que d'hommes. Voilà. Et c'est comme ça que je suis entrée en politique. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le cap en devenant maire en 2011 ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Alors, à l'époque, j'ai été adjointe au maire donc de 2001 à 2008. Et en 2008, on avait un nouveau maire qui avait pris le relais de l'ancien, donc à mi-mandat également. Donc c'était André Viola. Et André Viola m'a fait confiance, m'a demandé en 2008 d'être sa première adjointe. Et en 2011, il est devenu président du département de l'Aude. Et ne pouvant pas cumuler les deux, par ce concours de circonstances, il a souhaité que je prenne le relais. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris le relais et que je suis devenue le maire de Bram. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce mandat ? Quels sont les éléments de votre quotidien qui vous ont donné envie de continuer d'être maire depuis 2011 et jusqu'à aujourd'hui ? Alors c'est un véritable, je ne dirais pas sacerdoce, mais en tout cas c'est un engagement personnel fort. Moi ce qui me plaît dans ce mandat, et je pense que c'est le plus beau des mandats, c'est qu'on a la capacité, en étant maire, de prendre des décisions qui vont réellement, concrètement, changer la vie des gens. Alors, évidemment, l'objectif étant de l'améliorer, de faire en sorte que les gens dans notre commune, dans notre secteur d'intervention, et en l'occurrence là pour Bram, eh bien, puissent voir leur environnement, leur vie personnelle s'améliorer. Et bien, ça, c'est la plus grande des satisfactions qui fait qu'être maire, c'est le plus beau des mandats. Ce qui me plaît, c'est qu'on fait des projets. Toute l'utilité du mandat de maire ou de président de la métropole, c'est qu'on fait des choses. À la fois parce qu'on imagine l'avenir et on se dit quels sont les choix, quels sont les projets qu'il faut faire pour que l'avenir de la ville et au-delà de la seule ville, la métropole, soit assuré. Et puis en dehors de l'avenir, il y a le quotidien. Le quotidien sur lequel on est interpellé tous les jours par nos concitoyens qui, sur un tas de sujets, le fait de se déplacer, la nécessité d'avoir un jardin près de chez soi, l'état du trottoir, voilà, la question du logement, l'école, les crèches, la place de la culture, du sport. L'immense avantage de la fonction de maire ou même de la fonction d'élu municipal, c'est qu'on est renvoyé vers des sujets très 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 divers, très très nombreux, et qui tous doivent se conclure, non pas par des réponses évasives, mais tous ces sujets-là créent une obligation de faire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Alors, les difficultés sont de tous ordres. Pourquoi ? Parce que dans le dialogue dont je parle, vous avez des interlocuteurs qui sont constructifs, qui sont dans le même esprit, c'est-à-dire trouver des solutions, et puis vous en avez qui ne sont pas constructifs, qui sont là pour contredire, pour, je dirais, être l'avocat d'une posture, voire même d'une opposition de nature politique. Ça, c'est une difficulté, mais bon, elle est inhérente à la démocratie et
on n'est pas là pour s'en plaindre. Après, il y a d'autres difficultés. Nous sommes dans un pays, la France, qui est un pays très administré. Beaucoup de lois, beaucoup de règlements, beaucoup de normes, et de plus en plus. Donc ça vient compliquer l'action, ça vient retarder l'élaboration des projets. Les procédures sont de plus en plus lourdes, elles sont nécessaires pour respecter la loi et les règlements, mais c'est vrai que parfois elles peuvent engendrer une sorte de lassitude ou même d'incompréhension de la part des citoyens qui ne comprennent pas qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un projet, le chantier ne s'ouvre pas dès le lendemain. Après, on a également la contrainte financière. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Les collectivités locales sont liées à l'État. Beaucoup de nos recettes dépendent des décisions de l'État. L'État est dans une situation catastrophique du point de vue des finances de la nation, et alors régulièrement, il vient nous faire les poches, mais en ce moment plus que d'habitude. Ce qui fait que c'est quelque chose de très déstabilisant, et nous, les élus, on éprouve un sentiment d'injustice parce que nous votons, parce que c'est obligatoire, nos budgets à l'équilibre depuis toujours. L'État, lui, depuis un demi-siècle, s'est arrogé le droit de ne pas voter les budgets en équilibre, les budgets de l'État, d'endetter le pays jusqu'à un niveau incroyable. Et dans une telle difficulté, ils viennent nous faire les poches. Voilà. Et donc ça, c'est la contrainte financière, c'est quelque chose de difficile. Et puis je dirais qu'il y a également une dernière difficulté, c'est, je dirais, l'esprit du temps. Les réseaux sociaux sont là. Par définition, nous sommes des cibles, des personnages publics. Nous, on ne peut pas se masquer. Et par contre, nous sommes attaqués tous les jours par des gens qui, eux, avancent masqués et qui, étant masqués, sont extrêmement virulents. Et puis c'est vrai que l'esprit du temps, c'est aussi l'hyper-individualisme. Nous, par définition, on est dans le collectif, dans l'intérêt général. Et c'est vrai que souvent, on a en face des interlocuteurs qui ne sont pas du tout intéressés par cette vision-là et sont plutôt « et moi, qu'est-ce que j'ai dans votre projet, quoi, quel est mon bénéfice ?» Voilà, donc il faut faire avec tout ça. Je ne considère pas que je rencontre des difficultés en soi. Je considère que cette fonction, c'est une fonction extrêmement exigeante, qu'il faut être à la hauteur des attentes des habitants, mais que cette exigence, elle nous demande un engagement plein et entier, c'est-à-dire beaucoup de travail. Et ce travail-là, il porte ses fruits. Donc des difficultés, je n'en rencontre pas vraiment. Les enjeux, je parlerai plutôt d'enjeux. En fait, les enjeux, c'est le travail d'abord, c'est aussi le collectif. Parce qu'un maire, seul, il ne fait rien. Et moi, j'ai une équipe extrêmement forte et soudée auprès de moi, d'adjoints bien sûr, d'élus, conseillers municipaux qui sont sur le terrain, qui sont à l'écoute des habitants, qui sont là pour faire remonter les attentes, les besoins, pour qu'on puisse ensuite mettre en œuvre nos politiques locales à la hauteur de ces attentes. Et puis j'ai une équipe aussi en termes d'agents, de services, donc chef de service, une directrice générale des services, mais aussi des agents qui au quotidien, les services techniques, ceux qui sont auprès de la population, qui font en sorte que notre ville soit propre, notre ville soit agréable à vivre, soit dynamique aussi. On a beaucoup entendu dire que l'État était de plus en plus en recul. Est-ce que vous le ressentez au quotidien? Et si oui, comment ça se manifeste concrètement? Alors oui, l'État est de plus en plus en recul. Alors évidemment, on le voit sur la question de l'accompagnement financier des collectivités. On le voit en particulier sur les collectivités les plus importantes. Je parlerai par exemple de la région. La région fournit un effort considérable par rapport aux problématiques financières que rencontre l'État, ce qui a des conséquences directes sur nous, les petites communes, puisque évidemment, si la région ne peut pas nous accompagner à la hauteur qu'on le souhaite, eh bien, les projets aujourd'hui ne peuvent plus, par exemple, être financés à 80% comme ils l'étaient assez naturellement quand j'ai débuté.
Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à obtenir les financements et donc forcément, on est obligé de renoncer à certains projets, de revoir à la baisse les ambitions pour notre territoire parce que ces accompagnements, ils diminuent financiers, ils diminuent fortement. Et si on revient aux administrés, quelle relation vous entretenez avec eux et comment vous la qualifieriez, cette relation-là? Alors d'abord, j'ai une relation permanente. Là, vous voyez, on est sous les ordres du Capitole. C'est pas très représentatif de ma vie. C'est le legs de l'histoire que je respecte, auquel je suis très attaché, mais mon bonheur, il est dans la rue. Et effectivement, par rapport à mes prédécesseurs, j'ai multiplié les déplacements à l'extérieur. Je participe aux événements de la ville, j'inaugure. De manière très régulière, j'organise ce que j'appelle des journées de quartier. L'idée, c'est de passer la journée entière, de 8h30 à 20h30 sur le terrain. Alors on entend de tout, hein, des gens qui vous encouragent, d'autres qui vous critiquent, d'autres qui acceptent de discuter. Mais voilà, moi j'aime ce contact. J'ai horreur d'être dans la vie municipale théorique. Et donc j'aime le contact avec les Toulousains dans leur très grande diversité. Et effectivement, par rapport à cette montée de la violence, j'ai refusé de perdre le contact avec les Toulousains. Je n'ai pas diminué le nombre de mes déplacements. Et quand je me déplace, je ne suis pas entouré de 2 gardes du corps qui viendraient créer une sorte d'obstacle entre les Toulousains et moi. Et parfois, les Toulousains s'en étonnent et me disent « mais vous n'avez pas de garde du corps, etc. » Bon, oui, si on veut le contact direct, il faut prendre le risque. Alors moi, j'ai fait le choix, parce que c'est dans mon ADN, d'essayer d'être le plus proche possible de mes administrés et surtout de leur donner la parole. De faire en sorte que nos projets, pour qu'ils puissent au mieux répondre à leurs attentes, eh bien, qu'ils contribuent, qu'ils participent. Alors, quelles sont les qualités pour être maire d'une commune, d'une petite commune? Il faut être extrêmement disponible, d'abord, parce que régulièrement, moi j'habite juste à côté, régulièrement on vient sonner à ma porte, parce qu'on sait où j'habite, parce que tout le monde a mon portable, et c'est comme ça que, et pour moi c'est tout à fait normal, ça fait partie des choses qui, voilà, il faut être disponible et à l'écoute, ça c'est la principale qualité. Il faut faire preuve de beaucoup d'empathie, parce que le maire est le réceptacle aussi des difficultés que rencontre la population. Et vous, en tant que femme aussi derrière, comment vous réussissez avec cette charge mentale qui doit être quand même importante? Comment concilier sa vie professionnelle, personnelle, familiale et en même temps son mandat en étant tout le temps disponible? Comment vous réussissez au quotidien à relever ce défi? Alors je crois que c'est beaucoup une question d'organisation, de planning d'abord. Et il faut être assez carré. Et c'est aussi une question de savoir être entouré des bonnes personnes, savoir déléguer aussi. Et puis faire accepter. Mes enfants m'ont toujours connue élue en même temps. Et c'est vrai que ce sont des sacrifices réels pour la vie de famille. C'est rare qu'on ait des week-ends où on soit réellement disponible pour notre famille, par exemple, ou des soirées. Voilà, c'est un choix de vie, j'ai envie de dire. Et voilà, et après, c'est beaucoup de travail. On sait que vous avez connu de nombreuses agressions, que ce soit directes ou indirectes, de manière récente. Est-ce que vous avez peur, parfois, quand vous vous promenez dans la rue? Alors, effectivement, ça c'est totalement nouveau, moi qui suis élu depuis longtemps. C'est quelque chose qui date de ce mandat ou de la fin du mandat précédent. La violence qui, malheureusement, gangrène de plus en plus notre société, et c'est quelque chose de très inquiétant, elle atteint maintenant les élus. Il y a 2 ans, lors de la fête de la musique, alors que je me baladais en ville, dans une ambiance a priori détendue avec un certain nombre de collègues, nous avons été abordés par un groupe extrêmement violent, extrêmement agressif. Des projectiles nous ont été lancés et effectivement, c'était une véritable agression. Alors, est-ce que j'ai peur? Non. Écoutez, j'ai une chance formidable, c'est que j'ai un caractère qui me permet d'ignorer la peur. Je n'ai aucune vertu à cela, mais effectivement, la peur est un sentiment qui m'est totalement inconnu et totalement étranger. Donc du coup, quand je vois des choses comme ça, j'ai plutôt tendance à regarder les gens en face, à ne surtout pas céder dans les positions que je prends. Par contre,
quand je peux dialoguer, je préfère. Et lorsque la ligne de respect des règles républicaines est franchie, ben, il faut réprimer, il faut punir, il faut surtout ne pas abdiquer de l'autorité. Ça a pu arriver certaines fois, un de mes adjoints qui a dû porter plainte. Je crois que c'est important aussi tout de suite de mettre un coup d'arrêt quand il y a ce genre de comportement, ce genre de relation-là. Il faut à la fois évidemment porter plainte et le relever et dire que ce n'est pas possible. Voilà. On représente une collectivité, mais aussi on représente la République. Et cette République, elle ne doit pas être mise à mal. Je vais vous raconter une petite anecdote, juste il y a quelques jours de ça. On a décidé de marquer un temps particulier, qui est la journée du 17 mai, qui est la journée contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Et donc cette année, on a accroché 2 drapeaux LGBT au fronton de la mairie. C'est un événement assez simple. Pour autant, on a été confronté à de la violence liée à cet accrochage, puisque par 2 fois, des individus sont venus masqués, grimper au fronton de la mairie pour arracher ces 2 drapeaux. Alors, on n'a pas lâché, et c'est là que je vous dis, nous, on ne lâche pas sur les valeurs. Donc, on a évidemment porté plainte, et évidemment, dans la foulée, on a raccroché des nouveaux drapeaux sur le fronton de la mairie pour indiquer que non, nous ne lâcherons pas sur les valeurs, et que ces valeurs de la République, elles sont les nôtres et qu'elles doivent être celles de toute une ville. C'est de la violence, pas forcément physiquement en direction des élus, mais c'est de la violence envers ce que nous représentons, la République. Dans un contexte où on parle de crise de l'engagement, est-ce que des membres de votre équipe, a eu envie de démissionner un jour ? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, pas même une demi-seconde. Et les membres de votre équipe ? Écoutez, je n'ai pas eu vent d'une tentation de démission de tel ou tel de mes collègues. Lorsque j'ai vécu cet épisode d'agression à Fête de la musique, c'était un contexte particulier parce qu'il y avait environ 200 manifestants qui vociféraient et nous, on était 5. Et c'est vrai que j'avais des collègues dont certains étaient au bord des larmes et d'autres étaient sur une attitude de sérénité comme moi. Bon, vous savez, dans la nature humaine, il y a tous les caractères. Il faut là aussi accepter cette diversité de caractères. Pour autant, les collègues qui étaient les plus choqués, et que j'ai vu même ensuite pleurer lorsqu'on était en dehors de ce champ, des manifestants vociférants et nous lançant des projectiles, pour autant, il n'y en a aucun de ceux-là, qui étaient les plus fragiles, aucun de ceux-là ne m'a dit « Ouh là là, je ne veux plus être élu », et ni dans l'instant, ni dans les jours qui ont suivi. Voilà. Il faut faire face, voilà, c'est tout. Alors, je suis d'un naturel extrêmement optimiste. Et je crois en l'humain, donc je garde toujours cet espoir en moi que les choses peuvent toujours aller mieux et aller de l'avant. Donc pour ma part, non, et puis je n'ai pas l'habitude d'abandonner, c'est un peu ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants, et je crois que finalement c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est cet engagement. C'est une parole donnée, et je crois qu'aujourd'hui la politique, elle doit retrouver une image. Un politique, quand il donne sa parole, il va au bout avec les convictions qui sont les siennes. Après, dans l'équipe, j'ai eu sur ce mandat 2 démissions de conseillers municipaux. Alors, pour des raisons diverses, mais je crois que parfois, il est probable qu'on ne mesure pas ce que représente un engagement pour une ville, y compris une petite ville de 3300 habitants. Peut-être, parfois on se dit, bon, ça ne va pas me prendre trop de temps, voilà, ou ça va, une réunion par mois, et puis voilà. C'est pas ça, c'est un vrai engagement du quotidien qui est extrêmement chronophage, qui prend beaucoup d'énergie aussi, qui prend beaucoup de temps sur la vie personnelle. Et c'est vrai que si on n'accepte pas ça, ou si on n'a pas compris ça,
forcément, on arrive à des démissions. Après, c'est vrai que la relation qu'on a avec la population est plutôt extrêmement positive dans le dialogue et l'échange. Donc on ne ressent pas d'agressivité, ce qui a pu générer chez certaines des démissions. Voilà, donc on a cette chance-là. Alors peut-être que c'est aussi nous qui l'avons généré, construit, le fait de pouvoir donner la parole à la population, d'être à l'écoute. Moi, je fais par exemple des permanences systématiquement. Toutes les semaines, je reçois dans mon bureau les gens qui ont envie d'échanger, de discuter avec moi. Donc ces éléments-là font que peut-être, effectivement, on arrive à apaiser la relation et à avoir un rôle de maire et d'élu local qui puisse exister dans la sérénité, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres communes. Et c'est vrai qu'on a remarqué sur ce mandat un nombre de démissions qui n'a jamais été aussi important. Et donc je crois qu'il y a une grande responsabilité qui pèse sur les épaules des élus. Il faut être prêt à ça. Et c'est parfois lourd, ça c'est certain. Et vous, en tant que femme, on voit que l'engagement des femmes en politique, il devient de plus en plus important, même si au niveau des maires femmes, il n'y en a pas beaucoup, même si la loi évolue en essayant de donner envie à des femmes de s'engager. Quel est votre regard là-dessus ? Alors je crois que c'est très important, cette notion de parité en politique, et voilà, on peut souligner tous les efforts qui ont été faits, et la loi nous a permis d'avancer, et nous permet encore d'avancer, puisque demain on aura la parité sur l'ensemble des listes des municipales, et je crois que c'est important. Moi je crois plus qu'à la place des femmes, en tout cas je crois à l'égalité. Et je crois que si on a un déséquilibre, eh bien forcément, cela va générer des dysfonctionnements. Et donc, oui, à l'égalité. Et je crois qu'ensemble, hommes et femmes, à égalité, on peut faire avancer les choses parce qu'on n'a pas la même sensibilité, pas la même façon de voir les choses, et qu'on a tout à gagner à être à l'équilibre. Et donc oui, il faut que les femmes s'engagent, il faut que les femmes s'engagent et qu'elles puissent se dire qu'elles sont autant capables que les hommes d'être à des postes de responsabilité. Et en tout cas, moi j'encourage vraiment toutes les femmes, et en particulier les jeunes femmes, à s'engager en politique, parce qu'on a beaucoup de choses à apporter aux citoyens. Vous êtes le maire de la 4e ville de France, voire bientôt la 3e ville de France. Vous rencontrez de nombreuses personnalités politiques nationales, de nombreux ministres. Est-ce que ça nourrit pas en vous une ambition politique nationale ? Écoutez, si j'avais voulu être ministre, j'aurais pu l'être plusieurs fois. Simplement, chaque fois, ce qui m'a retenu, c'est l'engagement pris auprès des Toulousains. C'est-à-dire c'est un contrat moral. Et un contrat moral pour faire des choses passionnantes. Autrement dit, je ne me suis jamais ennuyé dans mes fonctions. Ma passion est intacte parce que je réalise des choses. Et j'imagine sans difficulté que si demain j'étais entravé dans mon action au point de ne plus pouvoir agir, alors là, effectivement, je suis sûr que je serais gagné par la lassitude. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait que les fonctions de ministre ne m'ont jamais fasciné plus que ça. L'avantage d'être maire, c'est qu'on est son propre patron. Ou plutôt, notre propre patron, on le rencontre tous les jours, ce sont les Toulousains. Et c'est un patron exigeant. Mais c'est un bon patron. C'est le patron de la démocratie. Effectivement, alors, être ministre un jour, je ne dis pas que je ne le serai pas, parce que servir son pays, tout de même, c'est quelque chose de bien dans la vie. Mais ça n'est pas mon désir premier. Et comme je le dis souvent, je suis ministre de Toulouse, et c'est un ministère qui ne souffre d'aucune dissolution, et qui dure au moins 6 ans. Donc, avoir du temps long, même si ce n'est pas la mode aujourd'hui on vit dans l'instantané, avoir le temps long, c'est ce qui permet de faire des projets sérieux et d'apporter des solutions de fond. Et dernière question plus liée à nos étudiants qui vous regardent, qu'ils soient en licence ou en master, quel message aimeriez-vous leur faire passer en lien avec l'engagement, avec la politique, avec l'élu local aussi? Quel serait votre message?
Le message que je veux faire passer, c'est oui, osez vous engager, parce qu'on a besoin d'améliorer la vie des gens, surtout aujourd'hui en 2025. Mon message, il tient en 2 mots, engagez-vous. Engagez-vous parce que notre démocratie, elle est malade, chacun le sait bien. Et face à ça, soit on baisse les bras, soit on fait quelque chose. Alors, selon son envie, on peut s'investir dans la vie locale, c'est le choix que j'ai fait à titre principal. Sinon, on peut s'investir dans la vie nationale. La vie nationale, elle a besoin de talent, elle a besoin de sang neuf, elle a besoin de regards nouveaux, pour justement retisser ce lien de confiance qui, malheureusement, s'est délité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la démocratie, qu'on la fasse vivre au niveau local ou au niveau national, elle a besoin de femmes et d'hommes qui vibrent, qui réfléchissent, qui ont des idées, qui vont au contact des autres, qui considèrent que le contact avec les autres, c'est une richesse, plutôt que quelque chose de risqué ou de nature à nous bousculer dans nos habitudes. Voilà, donc je dis aux jeunes qui m'écoutent, on a besoin de vous, et donc venez.